Bien, nous avons travaillé ensemble sur nos périodes de référence, la capitalisation, la prise des congés payés par les salariés. Nous allons maintenant travailler sur la rémunération. Et nous allons comprendre pourquoi il arrive fréquemment qu'un salarié en congé payé perçoive plus en congé qu'en allant travailler. Drôle de paradoxe, mais qui est nécessaire afin de respecter la législation en vigueur. Nous l'avons déjà évoqué, un salarié en congé payé ne doit pas perdre en rémunération ni en train de vie durant ses congés payés. Cela va nous obliger à retravailler les rémunérations brutes des salariés durant les périodes de congés payés. En effet, nous le savons tous, la rémunération brute d'un salarié est composée de son salaire de base, mais également de différents accessoires. Ces accessoires sont catégorisés en différentes parties. Nous avons tout d'abord les accessoires soumis à cotisation et les accessoires exonérés de cotisation. Les accessoires exonérés de cotisation ne nous intéressent pas ici. Dans nos accessoires soumis à cotisation, on peut les classer en trois catégories. La première catégorie, les accessoires liés à la personne du salarié. Cela ne nous intéresse pas. C'est par exemple les primes de naissance, les primes de mariage, etc. Deuxième catégorie, ce sont les accessoires communs à l'ensemble du personnel, comme par exemple le 13e mois, l'intéressement, la prime de bilan, etc. Ces accessoires communs à l'ensemble des salariés ne nous intéressent pas non plus. Seuls les accessoires liés à l'activité professionnelle du salarié vont nous intéresser. C'est par exemple la prime de rendement, les heures supplémentaires, la prime sur chiffre d'affaires, etc. Les retenues pour absence aussi. Les retenues pour absence maladie. Et oui, un salarié qui est absent pour maladie n'est pas à son poste de travail et ne travaille pas. Ça veut dire qu'effectivement, cette absence aura pour effet de baisser la valeur des congés payés. Bref, ces éléments-là vont nous intéresser. Pourquoi ? Afin de déterminer l'ICP, l'indemnité congés payés, nous devons, pour chacun de nos salariés, individuellement, calculer tout d'abord un droit financier. Ce droit financier, tout d'abord, n'est pas calculé sur les rémunérations versées durant la période de prise de congés payés, mais déterminé sur les rémunérations versées sur la période de capitalisation. Deuxième chose, nous allons devoir retraiter nos rémunérations brutes afin d'exclure tous les accessoires liés à la personne même du salarié ou les accessoires communs à l'ensemble du personnel. Par exemple, tout ce qui est prime de 13e mois, intéressement, participation, prime de naissance, prime de mariage et je ne sais quoi encore sont à exclure. En réalité, nous allons garder pour déterminer notre droit financier que le salaire de base et les accessoires liés à l'activité professionnelle du salarié. En additionnant l'ensemble de ces éléments sur la période de capitalisation, nous allons obtenir le salaire de référence du salarié. Salaire de référence nécessaire au calcul de l'indemnité congés payés. Ce salaire de référence, on s'en doute, ne correspond pas au droit financier du salarié. Imaginez, pour 5 semaines de congés payés, grossièrement, mon salarié aurait le droit à 1 an de rémunération. Beaucoup trop. Tout le monde serait en permanence en congés payés. Non. Par principe, un salarié peut prétendre à 1/10 de ce salaire de référence au titre des congés payés. C'est ce qu'on appelle le droit financier.
Pour un salarié présent sur toute la période de capitalisation, celui-ci aura donc acquis 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables de congés payés. Celui-ci pourra prétendre à 1/10 des salaires de référence pour les congés payés, c'est-à-dire 1/10 des salaires de base et accessoires liés à son activité professionnelle perçus sur la période de capitalisation. Ce droit financier sera ensuite à répartir équitablement en fonction du nombre de jours de congés payés pris. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.